Bonjour, ici Guillaume Font, je suis psychiatre à la PHM et chercheur au laboratoire de santé publique du professeur Boyer à l'université de la Timone. Aujourd'hui, je vais vous présenter des préambules avant de commencer une revue systématique. Donc, vous pouvez avoir envie de faire une revue systématique dans plusieurs contextes, par exemple pour une thèse. Donc, il s'agit de faire l'état des connaissances d'un sujet donné. Alors, qu'est-ce qu'une revue systématique? Pourquoi parle-t-on de systématique? C'est par opposition à une revue narrative. Alors, une revue narrative, en fait, c'est la revue de la littérature telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire que on va chercher des articles et puis on en fait une synthèse plutôt littéraire et on raconte une histoire et on discute éventuellement de notre propre point de vue les résultats que l'on a trouvés. Alors, ce genre de revue se faisait beaucoup dans le temps, et puis à un moment donné, au vu d'une part de l'explosion du nombre de revues soumises et d'autre part de la qualité très variable de ces revues en termes d'exhaustivité, il a été implémenté une notion qui est la revue systématique. Systématique, cela veut dire que vous allez utiliser une méthode rigoureuse, reproductible, qui va garantir l'exhaustivité de votre revue. Cela veut dire donc que vous n'allez laisser passer aucune information. Donc ça, c'est très important parce qu'on va voir que ça détermine tout le travail en aval. Alors avant de commencer une revue systématique, parce que voilà, quand on est interne, jeune chef, c'est un bon moyen de se former à l'écriture d'articles et surtout quand on n'a pas encore de données à exploiter, il faut se poser la question de l'intention derrière cette revue de la littérature. La première question à se poser, que l'on ne fait pas parfois, c'est d'aller regarder si elle existe déjà. C'est-à-dire que si vous vous êtes posé la question, il y a quand même de grandes chances que quelqu'un, à la surface de la planète se soit déjà posé votre question et ait déjà fait, le travail de revue que vous souhaitez. Donc la première étape est d'aller regarder si, une revue de la littérature répondant à votre question existe déjà. Si elle existe déjà, je vous déconseille fortement, de vous lancer là-dedans, car ça va être très compliqué, de justifier l'existence de votre, revue. L'autre question à vous poser dans votre intention, c'est aussi de savoir si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Une revue de la littérature systématique, c'est un gros travail, c'est plusieurs dizaines d'heures, voire une centaine, voire plus, en fonction de la quantité de données que vous allez devoir traiter. En plus, si c'est votre première revue de la littérature, cela va demander beaucoup d'efforts parce que vous n'avez pas l'habitude et ça, c'est parfaitement normal. Le premier article est toujours le plus difficile et c'est aussi le plus formateur. Donc ne faites pas un projet, juste comme ça. J'ai déjà vu des personnes, venir, me rencontrer en disant quand j'étais à Créteil, par exemple, avec Ophélia Godin qui était épidémiologiste, on a reçu un chef qui disait: «Voilà, j'ai travaillé sur tel sujet pour ma thèse et je veux en faire quelque chose, en le publiant». Et ça, c'est pas bon parce qu'en fait, il n'avait pas du tout utilisé une méthode de revue systématique. Donc en fait, il fallait tout reprendre, repartir à zéro, même s'il connaissait déjà un peu, le sujet, donc il ne partait pas de zéro. Mais au vu du travail que cela demandait, il a abandonné son projet de publication parce qu'il n'était pas parti dès le départ avec une intention de publier une revue systématique. Donc j'attire vraiment votre attention là-dessus. Alors, savoir faire une revue de la littérature, ce n'est pas que dans un objectif de faire une revue systématique. Cela va vous être utile aussi pour faire, par exemple, l'état de l'art, ce qu'on appelle le background aussi, dans les introductions de vos articles. Pour présenter votre objectif, il va falloir aussi présenter ce qu'ont publié vos collègues sur cette question avant et pourquoi vous vous posez une question à partir de là. Quel était l'état avant et quel sera l'état après votre publication. Dans la discussion, cela va être important aussi parce que vos résultats, vous allez devoir les comparer aux résultats existants des études précédentes. Donc, il va vous falloir une méthode rigoureuse pour aller chercher ce qui a déjà été publié dans votre domaine. Alors, la première étape avant toute chose est de bien définir votre objectif. D'ailleurs, c'est la même chose dans la vie, il faut définir son objectif avant de passer à l'action. Car c'est ça qui va déterminer tout le déroulement de l'action. Il va falloir que vous restiez connecté sur une vision, un horizon, un objectif. Donc par exemple, je prends l'exemple d'une revue, d'une méta-analyse que nous avions faite avec le professeur Boyer sur la kétamine et donc le but était de déterminer si la kétamine était efficace dans l'épisode dépressif majeur. C'était il y a quelques années. Aucune
revue systématique et méta-analyse n'avaient répondu à cette question. Donc j'attire votre attention sur le fait que quand vous vous lancez dans une revue systématique, le grand danger qui vous guette est que vous trouviez finalement plus de données que ce que vous attendez et des données quantitatives. Si vous trouvez des données quantitatives, pour répondre à votre question, vous avez de très fortes chances qu'un reviewer vous demande de réaliser la méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse quantitative de vos données pour répondre à votre question. Donc moi, par exemple, quand j'étais chef de clinique à Montpellier, j'avais fait une revue systématique sur cancer et antipsychotiques. Et, et le reviewer avait répondu, on ne peut pas répondre à cette question sans méta-analyse. Et donc le reviewer avait rejeté ma revue systématique. Donc faites très attention à cela. Souvent, les revues systématiques concernent soit des données qualitatives qui ne peuvent pas être transformées en analyse quantitative, ou soit ça peut être une revue systématique de plusieurs méta-analyses déjà existantes, ce qu'on appelle une umbrella review, une revue en parapluie. Heu donc à partir de là, donc si vous publiez une revue systématique, l'impact factor va être sûrement moindre qu'une méta-analyse. Donc nous, ça nous est arrivé avec l'exemple de cet article, donc que j'avais fait avec, Pierre et Lul, que j'encadrais, sur, le rôle des thérapies anti-interleukine 1 dans le traitement de la dépression inflammatoire. Et en fait, il s'est trouvé que nous avions à la fois des revues, des études génétiques, des études, cliniques et que le reviewer nous a demandé de transformer ça en méta-analyse et ce qui a été très laborieux pour, Pierre et Lul puisque donc il a fallu, transformer, toutes ces données en données quantitatives. Ça a donné énormément de tables, mais cela a donné un très bel article à la fin, donc une belle, récompense. Donc, j'ai déjà commencé à aborder les inconvénients d'une revue systématique. C'est que d'une part, la revue systématique, c'est difficile à publier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de gens qui font des revues systématiques. Et si vous n'êtes pas un expert reconnu de votre domaine, votre revue aura bien peu de poids. Sauf si elle inclut un très grand nombre d'études et qu'elle apporte vraiment un résultat nouveau, ce qui est quand même compliqué à réaliser. La plupart des revues systématiques sont des commandes faites par des rédacteurs ou des chercheurs, à des chercheurs reconnus dans leur domaine. Donc, en pratique, quand vous voyez des revues systématiques qui ont été publiées, cela ne veut pas dire que vous avez autant de chances de les publier, parce que cela peut vouloir dire aussi que c'est le rédacteur d'une revue qui a demandé à un expert de réaliser une revue systématique sur son domaine. C'est pourquoi on trouve par exemple beaucoup de revues systématiques dans un domaine donné, quand le domaine est à la mode et intéresse beaucoup les rédacteurs. Donc en pratique, il est difficile de commencer par des revues systématiques, mais ce n'est pas impossible. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années avant d'avoir des bases de données que j'ai pu exploiter. Et là, vous voyez par exemple 2 revues que j'avais réalisées qui n'ont pas été publiées dans des revues à grand impact, hein. Donc la première, c'était sur l'utilisation de l'érythropoïétine dans la schizophrénie pour améliorer les symptômes des patients schizophrènes. Donc Psychiatry and Clinical Neuroscience, c'est une revue qui à l'époque était une revue en grade D, c'est une revue japonaise. Maintenant, elle est passée en grade C, elle a beaucoup monté. Et la deuxième, donc c'était la revue dont j'ai parlé sur le rôle des antipsychotiques et de déterminer s'ils étaient pro-cancérigènes ou anti-cancérigènes dans la schizophrénie. Donc ces deux revues ont été publiées. Donc la Medical Hypothesis, c'était un grade E. Donc ça a été très laborieux pour moi. J'ai eu beaucoup de rejets avant l'acceptation de ces articles, mais par contre, ça a été extrêmement formateur puisque j'ai beaucoup appris. Donc retenez ça aussi, c'est que toutes les difficultés que vous allez avoir sont de la formation et le chemin est difficile, mais il n'est pas impossible. Les avantages d'une revue systématique, on les a abordés rapidement. Donc, c'est tout d'abord de connaître un sujet à fond. Donc, vous allez, par la rigueur de la méthode, devoir vous astreindre à explorer toutes les études qui ont été publiées sur un sujet et à les analyser, analyser leur qualité, par exemple. Ça va vous former aussi à la lecture et à l'écriture d'un article, puisqu'à force de lire des articles, vous allez faire du modeling, vous allez apprendre intuitivement les structures des articles et apprendre surtout à aller repérer rapidement les informations importantes dans l'article. Ensuite, cela va vous apprendre la rigueur d'une méthodologie et je rappelle que le pire commentaire d'un reviewer
et de vous dire que vous avez manqué un article clé, dans votre sujet, c'est parce que c'est la preuve que votre méthode est défaillante et donc que votre travail n'est pas fiable. Donc un dernier point, dans les avantages des revues systématiques, c'est qu'elles demandent plus d'efforts, plus de temps qu'un article original, c'est-à-dire un article basé sur des données. Mais par contre, elles seront beaucoup plus citées que les articles originaux. Donc pour vous donner un exemple, quand je regarde les citations de mes articles, tous les articles qui sont dans le top 10 de mes articles cités sont des revues systématiques ou des méta-analyses. Vous voyez ici, donc à chaque fois une méta-analyse et donc un grand nombre de citations. Je vous remercie pour votre attention.